Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Alexandre Ours, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Je suis ravie de vous recevoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Dans quelle énergie vous êtes? Moi, je vais bien aujourd'hui. Bonjour d'abord. Moi, je vais bien aujourd'hui. J'ai passé une belle matinée de consultation, euh, regroupant, comme d'habitude, mes petits troubles fonctionnels digestifs des bébés, les petits troubles du sommeil des bébés et nos malpositions, malformations du crâne des bébés. Je vais bien, il fait beau, le printemps est là, tout est bien. Tout est au rendez-vous et super. Et on va se retrouver là pour passer un petit temps ensemble pour parler d'ostéopathie. Vous êtes ostéopathe pédiatrique, vous êtes aussi le cofondateur du GLOP, c'est ça? Vous allez nous dire ce que c'est. Et donc on va parler ostéopathie aujourd'hui et puis on va essayer d'aller développer un petit peu certains sujets, soit dans cet épisode, soit dans d'autres, pour venir aider les parents à comprendre à quoi peut servir l'ostéopathie pour leur tout petit, quand est-ce qu'on va consulter un ostéopathe, qu'est-ce que ça peut apporter comme bien-être pour bébé, etc. Je vous laisse vous présenter, Alexandre, pour démarrer cette interview, nous dire peut-être un petit peu comment vous en êtes arrivé à pratiquer cette activité-là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous passionnait, qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'ici, et puis qu'est-ce que le GLOP? Donc, moi, je suis ostéopathe à Lyon, diplômé de 2001. Donc, avant que la profession d'ostéopathe soit réglementée, on y reviendra un petit peu plus loin. J'ai été amené à l'ostéopathie pédiatrique par mon ancien associé qui avait fondé une association visant à aider les enfants handicapés par le biais de l'ostéopathie. Et donc, je baigne dans la pédiatrie depuis une quinzaine d'années, alors que l'ostéopathie était balbutiante et surtout dans ce domaine de la pédiatrie. Donc, le parcours a été un petit peu chaotique puisque on n'ouvre pas grand les portes à tout le monde qui se présente et il a fallu montrer euh, nos compétences, notre non-dangerosité et ce en quoi nous arrivons à aider les enfants dans leur parcours de soins et dans leur parcours de bien-être. Euh, Puisque on peut aller plus largement au-delà du soin, aller dans le bien-être des bébés, des familles, euh, puisque le bébé se présente quand même assez rarement seul à la consultation. Euh, je me suis beaucoup penché sur le devenir de la posture de l'enfant, en fait, comment un enfant se positionne, comment il évolue dans son positionnement et les retentissements que cela peut avoir dans le développement global de l'enfant. Puisque par l'apport ostéopathique, il faut envisager pas mal de choses dans la qualité de l'alimentation du bébé, dans sa qualité de digestion, dans sa qualité de mise en mouvement et de développement musculo-squelettique. Et tout cela fait un confort global de l'enfant qui va amener à un sommeil plus équilibré
puisque chez Fedodo, a priori, on parle pas mal de sommeil. Mais oui, tout à fait. On va revenir un petit peu plus tard là dans cet épisode sur l'enjeu en fait qu'il y a derrière une séance d'ostéopathie. Les enjeux, je dirais, les bienfaits qu'on peut en tirer. Pourquoi vous vous êtes spécialisé dans la pédiatrie? Est-ce que du coup c'est une spécialité ou est-ce que finalement n'importe quel ostéopathe peut faire de la pédiatrie ou est-ce que c'est vous qui avez choisi cette option-là? Alors, vous savez, le monde de l'ostéopathie est très diverse, pour ne pas dire éclectique en France. J'imagine dans les autres pays également, mais en France, c'est particulièrement choquant. Euh, je pense que la pédiatrie doit représenter une vraie spécialité dans ce domaine, puisque le fonctionnement d'un bébé n'est pas du tout celui d'un adulte. Les techniques utilisées ne sont pas du tout les mêmes que celles chez l'adulte, et même l'abord global en fait, de l'enfant n'est pas le même que celui de l'adulte. Pour le coup, ça demande donc une technicité particulière et ça demande des compétences et des connaissances qui sont tout à fait particulières et qui ne sont jamais abordées par les formations initiales de l'ostéopathie. C'est un véritable problème en fait avec une démographie qui est devenue absolument aberrante et des formations qui sont très incomplètes. Mais certaines personnes entre guillemets, spécialisent par des formations qui ne sont pas validées universitairement, évidemment, mais qui sont sérieuses. Certaines existent. Nous en avions une à Lyon. Nous l'avons arrêtée l'année dernière. Il y a des formations à Bordeaux ou à Paris qui sont de très bonne qualité, avec des intervenants divers et variés, et surtout avec une culture médicale et des connaissances médicales qui sont approfondies et qui sont détaillées par des praticiens de chacune des spécialités, soit la gynéco-obstétrique, que ce soit la gastropédiatrie, la neuropédiatrie, etc. Donc la formation me paraît tout à fait essentielle pour avoir une spécialité, si ce n'est spécialité, une spécificité en pédiatrie. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est que l'ostéopathie? Parce que c'est vrai qu'on peut euh, peut-être parfois confondre avec d'autres pratiques qui peut-être sont proches ou pas, vous allez nous le dire, puisqu'il y a la kiné souvent qui est relativement connue, mais on peut aussi avoir les chiropracteurs qui vont peut-être faire quelque chose d'assez similaire aux ostéopathes. Est-ce que vous pouvez venir nous distinguer un petit peu, nous dire ce que c'est que l'ostéopathie pour vous et puis comment ça se distingue d'autres pratiques? Alors, l'ostéopathie peut avoir une définition assez simple euh, qui est le chemin de l'os. En fait, non pas en partant sur le pathie du grec qui serait la pathologie, mais le path américain du fondateur de l'ostéopathie, qui est de dire il faut que le corps soit équilibré dans ses structures euh, pour pouvoir fonctionner correctement. C'est-à-dire que le squelette, qui est un point de repère qui est assez, assez facile à mettre en évidence, va nous servir de base de réflexion. En gros, il faut que mon corps soit symétrique, à peu près correctement aligné, avec des pressions qui sont réparties correctement entre le haut, le bas, la droite, la gauche. Et, euh, et donc, du coup, l'ostéopathe doit rechercher l'équilibre de ces structures osseuses et squelettiques, avec le soutien qu'elles doivent représenter pour des espaces fonctionnels. Pour faire euh, une illustration très simple, il suffit de mettre sa tête en arrière ou de la relever, de déglutir pour comprendre que la mauvaise position de ma tête n'est pas adaptée à une déglutition qui est sereine. Et ça s'observe particulièrement chez l'enfant, puisque chez le tout petit, j'entends, puisque le tonus musculaire, en fait, ne permet pas de compenser ou de corriger ces mauvaises positions. Et donc, du coup, l'enfant qui est sous la dépendance de ces structures musculo-squelettiques va pénaliser ses fonctions par ses mauvaises positions.
là, vous parlez d'ostéopathie pédiatrique, c'est jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge on parle de pédiatrique? Normalement, on parle de pédiatrie jusqu'à 15 ans révolus. Ensuite, on passe chez l'adulte. Ça, c'est les données médicales. La plupart du temps, le travail que nous avons à faire va s'arrêter au cours de l'adolescence, puisque grosso modo, l'adolescent va commencer mécaniquement à avoir un schéma structuré comme celui d'un adulte à partir de son adolescence. Mmh. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Alexandre, avec peut-être les signaux d'alerte. Qu'est-ce qui fait que, en tant que parent, on peut se dire, OK, là, je pense que c'est le moment, ou alors qu'il y a nécessité d'emmener mon tout petit voir un ostéopathe pédiatrique. Quels sont les signaux d'alerte? Quels sont les symptômes? Quelles sont finalement les difficultés que peut rencontrer bébé qui peuvent justement induire la nécessité d'aller faire peut-être une manipulation. En tout cas, vous allez nous expliquer après comment se déroule une séance, mais déjà, qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille aux parents? Il y a tellement de choses. Du coup, il y a tellement de choses. Tout d'abord, un point qui me paraît important et qui va un petit peu à l'encontre de la mode actuelle d'emmener les enfants systématiquement chez l'ostéopathe. Je pense qu'il n'est pas nécessaire au développement de l'enfant qu'il soit vu rapidement après sa naissance. C'est-à-dire qu'un enfant va bien et Cro-Magnon ne serait jamais sorti de sa grotte s'il n'avait pas eu d'ostéopathe, si ce n'était pas le cas. Or, il n'y avait pas d'ostéopathe à l'époque. L'enfant va toujours présenter des signes qui permettent de mettre la puce à l'oreille. Il va avoir un corps qui est dissymétrique, il va présenter des mouvements qui ne sont pas normaux. Ça, on peut dire que c'est l'aspect postural et strictement mécanique. Ensuite, au cours de son développement, il doit gagner certaines étapes de motricité. Il va commencer par tenir sa tête. L'enfant ne tient pas sa tête à 1 mois. Et l'expression super, il est très tonique, il tient sa tête. Si le bébé n'a pas 3 mois, ce n'est pas normal. L'enfant ne se met pas debout à 6 mois. L'enfant ne marche pas à 8 mois. Et en fait, beaucoup d'enfants dépassent leur capacité motrice parce que justement leur corps passif a été trop sollicité et emmené vers une extension. Car ces extensions, en fait, sont toujours la source de nos problèmes, enfin des problèmes qu'on rencontre avec les tout petits. En gros, les étapes de motricité doivent s'enchaîner normalement et graduellement, c'est-à-dire qu'on tient sa tête, on manipule les objets avec ses bras, on les ramène à la bouche. Ensuite, on va se positionner à plat ventre de manière enclenchée de ramper. Ensuite, de se ramper, on va passer à 4 pattes, on va passer assis, puis on commencera à s'ériger. Et chacune de ces étapes, en fait, traduit le développement et la connectivité du cerveau de l'enfant. Donc, c'est assez essentiel, en fait, de pouvoir avoir accès à toutes ces étapes. On se focalise souvent sur la marche. Or, la marche n'est que l'aboutissement de tous ces développements neuromoteurs. Ça, c'est un premier point, on va dire postural. Sur d'autres points plus fonctionnels, et la seule urgence qu'on ait à traiter en ostéopathie pédiatrique précoce sont les troubles de la succion et déglutition. C'est-à-dire que l'enfant qui se nourrit mal doit être vu assez rapidement. Et c'est le seul point en fait qui justifie une consultation préalable au premier mois de vie. Puisque il y a urgence pour soutenir l'allaitement. Rappelons, et c'est pas ce qu'on trouve dans nos pratiques de tous les jours, que nous sommes censés soutenir l'allaitement. Les mamans qui veulent allaiter, nous devons les recevoir assez rapidement et faire en sorte que le bébé puisse ouvrir la bouche, téter, déglutir et respirer en même temps. Or, c'est souvent la coordination de ces 3 éléments qui fait que les allaitements sont battus en brèche. C'est un point très sûr. Un autre point sont les troubles digestifs. Alors les troubles digestifs sont variables. Beaucoup de coliques du nourrisson sont des immaturités digestives qui vont passer, mais qui peuvent être
nettement soulagé par des mobilisations réalisées par les parents, auquel cas l'ostéopathe a un rôle de conseil en fait, des parents, mais aussi, et encore une fois, la mauvaise répartition des pressions entre le thorax et l'abdomen, du bébé qui s'arc-boute complètement et qui ne peut pas pousser dans son ventre. On a le phénomène de reflux, et alors là, le reflux, c'est devenu quelque chose absolument dingue, c'est-à-dire que on a l'impression que tous les bébés présentent des reflux, ce qui n'est certainement pas la réalité, heureusement, mais nous avons beaucoup de connivence entre le bébé postural et le bébé reflux, puisque le bébé reflux va avoir tendance à s'arc-bouter, à se mettre en extension, ce qui représente beaucoup de points communs avec le bébé postural. Qu'est-ce que vous appelez un bébé postural? C'est-à-dire qu'il y a Ce que je vous disais au un tout trouble début, du coup de la posture. le bébé en fait qui va anticiper son développement moteur et qui a une posture dissymétrique avec des positions qui sont un petit peu aberrantes. Ok. Un menton complètement rentré. Le bébé ne tient pas sa tête entre ses épaules tel un petit boudin, ça n'est pas vrai. Le bébé il a un cou avec un menton qui peut se déplier, par exemple. Et tous les éléments là que vous avez cités, qui peuvent du coup venir d'une posture qui n'est pas adéquate, de quoi ça vient? Ça vient de la posture in utero, ça vient de l'accouchement, ça vient justement de ce qui se passe pendant les premières semaines de vie. Il y a quoi comme Alors, élément? moi j'ai tendance à dire que ça vient principalement des postures in utero, parce que il y a beaucoup plus de chances en fait de trouver ces mauvais positionnements. Le bébé se développe certes dans une piscine, mais dans un milieu qui est très confiné et qui va répartir des pressions sur les différentes zones de son corps. Et du coup, ces régions doivent perdre de l'élasticité et donc restituer une moins bonne croissance en fait, une fois qu'il est dans la vie extra-utérine. Évidemment, l'accouchement cataclysmique avec des instruments, avec des présentations aberrantes, va représenter une part de contrainte, mais ce sont des contraintes entre guillemets traumatiques qui se résolvent assez facilement, contrairement aux autres qui sont souvent beaucoup plus imprégnés dans les aponévroses. Moi, je parle beaucoup d'aponévroses plutôt que de tissus. Des bébés qui font que certaines zones du corps en fait manquent d'élasticité et ne permettent pas en fait un développement harmonieux de la Du coup, vous étiez en train de nous énumérer, en tout cas de nous dépeindre le tableau de tous les signes qui peuvent faire qu'on va consulter un ostéopathe pédiatrique. Je vous ai un petit peu coupé, mais on va fermer cette parenthèse-là. Est-ce que vous aviez d'autres éléments? Parce qu'on n'a pas parlé du sommeil, mais j'imagine qu'il va venir. Moi, je vois un peu le sommeil comme un aboutissement. C'est un peu le Graal du contexte de vie du bébé. C'est-à-dire que le contexte, et j'ai appris ça par Caroline Ferrier, le sommeil est un élément physiologique normal. Donc il n'y a pas de raison en fait que le bébé n'arrive pas à mettre en place son sommeil. Toutefois, on se rend compte que beaucoup de choses, soit des éléments environnementaux, soit des éléments qui lui sont propres, viennent perturber ce sommeil. Et du coup, le bébé qui ne va pas bien, et on en voit beaucoup, ne va pas arriver à mettre en place un sommeil qui est harmonieux, bien régulé et d'acquisition simple. C'est ce que vous retrouvez chez vous, principalement. Donc, si je comprends bien, c'est le fait de venir ensuite travailler sur l'ensemble du coup de la posture, de la structure, qui fait que le sommeil peut se mettre en place plus facilement. Donc, c'est par C'est ça. ricochet en fait. Exactement, d'avoir des bébés qui sont plus détendus, peut-être parce qu'ils ont moins mal au ventre, peut-être parce qu'ils ont une posture musculo-squelettique qui est moins perturbante, euh, qui va permettre en fait d'aboutir à un sommeil de meilleure qualité et quantité. Donc si on transpose un petit peu ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant, un petit peu en miroir, et qu'on vient citer les bienfaits
que peut apporter une séance d'ostéopathie. On va avoir du coup le meilleur sommeil, comme on vient de le dire là, par ricochet. Vous nous avez parlé aussi du coup d'un meilleur transit, une digestion qui sera facilitée, moins de douleur, donc j'imagine un bébé qui serait moins agité. Est-ce que vous souhaitez nous développer un petit Je ne peu sais tous pas ces si on bienfaits? peut parler des douleurs vraiment en dehors des signes fonctionnels sévères, comme le RGO. On en parlait un petit peu plus tôt. Le RGO est un phénomène qui est de toute évidence douloureux, puisqu'il s'agit de relancer de l'acide dans l'œsophage. Évidemment, ce n'est pas très confortable. Toutefois, il y a beaucoup de bébés qui ne sont pas douloureux sur leur reflux, et on s'alarme beaucoup des reflux, alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Le bébé qui régurgite en souriant n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit comme traitement, puisqu'il s'agit juste d'une incompétence de l'œsophage et de son sphincter inférieur, qui fait que il a des remontées, et donc ces remontées doivent s'exprimer et donc sortir. En dehors de ces contextes, on n'est même pas sûr que le contexte dit des coliques du nourrisson soit un moment douloureux en fait pour le bébé. Il y a une part de sociabilité, de mise en place interactionnelle avec le parent maternant. Il y a la simple immaturité digestive qui va correspondre à un ballonnement certainement chez l'adulte, mais on ne peut pas dire que ce soit des phénomènes qui sont particulièrement douloureux. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer des pleurs excessifs chez un enfant, puisque en fait, ils peuvent traduire un phénomène douloureux, et à ce moment-là, il est criminel de ne pas évincer tout ce qui pourrait rentrer dans un schéma douloureux de l'enfant. Donc, on a des bébés qui sont inconfortables, qui sont inadaptés à leur environnement, mais heureusement, et c'est bien heureux, en dehors des RGO, on a peu de bébés qui sont vraiment douloureux. En tout cas, vous aviez signalé que ça pouvait aider aussi, bien sûr, pour l'allaitement, donc pour le fait de se nourrir plus facilement. Ça, comme je le disais, c'est un point auquel je tiens tout particulièrement, d'arriver à aider et à soutenir les allaitements est absolument essentiel, puisque ce sont des bébés qui vont régulièrement changer l'organisation positionnelle de leur cou et de leur tête, qui fait que la coordination nécessaire de la succion, de la déglutition et de la respiration nasale va avoir du mal à se mettre en place. Et du coup, on se retrouve avec des bébés qui têtent mal, qui pincent, qui vont créer un point d'appui antérieur en mordant, qui n'arrivent pas en fait à établir un moment qui doit être serein et agréable pour tout le monde. Comment se déroule une séance avec vous? Bien. Les séances sont comment dire, d'abord un moment d'écoute, de recherche de différents éléments qui vont permettre de nous orienter sur une sorte d'origine en fait des problématiques, et qui vont nous orienter du coup sur des schémas entre guillemets qui vont permettre de mettre en place des techniques qui sont en fait des techniques d'étirement en quelque sorte. Et le bébé ne sera jamais mobilisé tel qu'on peut imaginer chez l'adulte, avec des rotations cervicales, des manipulations cervicales qui sont complètement interdites et qui sont des gestes dangereux, à mon sens. Le truc est qu'on doit mobiliser l'enfant, évidemment en respectant ses tissus, en discutant avec les parents, en expliquant clairement aux parents les conceptions qu'on peut avoir, qui ne sont pas de l'ordre de la magie, de l'ésotérisme ou de la psychogénéalogie.
parce qu'on entend beaucoup de choses comme ça. Moi, je crois dans l'abord mécanique et mécaniste de l'ostéopathie qui vient aider le corps passif en fait, à s'établir. Donc une première partie où vous discutez avec les parents, Et une deuxième partie et une où... deuxième partie qui sera une partie de mobilisation qui n'a pas forcément toujours lieu, puisque si l'ostéopathe juge que la problématique présentée par l'enfant ne peut pas être améliorée par la mobilisation, il ne faut évidemment pas mobiliser l'enfant. bien sûr. Ce n'est pas un jeu. Vous nous disiez au début là, de notre échange qu'il n'y avait pas besoin de se ruer chez l'ostéopathe au bout de 3 jours de vie de bébé, s'il n'y avait pas besoin, puis après de voir au bout d'un mois comment ça se passait, etc. Si on n'emmène pas son tout petit chez l'ostéopathe parce que finalement il n'y a pas de signe qui nous amène à aller sur ce chemin-là, est-ce qu'on peut l'emmener plus tard justement sur les différents moments d'évolution, même s'il ne présente pas de signes quelconques? Je pense justement au premier pas de marche, je sais pas, s'il tombe à vélo, est-ce qu'il y a des moments comme ça où on peut se dire ah bah ça pourrait être utile, ou alors non, le bébé et encore plus l'enfant est capable de ces chutes. Et heureusement, le bébé dispose, enfin l'enfant, on va parler d'enfant, dispose d'une élasticité et d'une souplesse corporelle qui fait que il est capable d'encaisser des chocs qui nous mettraient immédiatement sur une civière en tant qu'adulte. Faut bien garder ça en tête. Et heureusement, parce que quand on voit un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans dans ses activités complètement dingues, courir dans tous les sens, se heurter brusquement contre un poteau et s'arrêter net, puis repartir après son copain après qui il était en train de courir, transposer ça entre vos amis, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui ne repartiront pas. Et donc ça c'est bien heureux. L'enfant va changer quand il est perturbé. Il va être comme un enfant malade. L'enfant malade s'alimente moins bien, dort moins bien, change son comportement. Et en fait, l'impact traumatique va pouvoir se, entre guillemets, saturer au terme de plusieurs incidents de parcours, mais en fait, on verra que cet enfant va changer son sommeil, son attitude, son alimentation, etc. Ça me paraît être un bon point de surveillance. Et sinon, il ne faut pas, il faut mobiliser les enfants le moins possible. La question qu'on nous pose très régulièrement au terme de consultation, et on se revoit quand? Le moins possible. Et en fait, moi, je vois les enfants, je tiens à voir les enfants quand ils en ont besoin, et pas en, je dirais, prévision. Parce qu'il est pour moi extrêmement complexe de répondre à des parents de façon claire et ordonnée. Quand on m'amène un enfant qui n'a rien, qui va bien, euh, que voulez-vous que je lui trouve comme problème s'il n'en a pas? Oui, c'est vrai qu'on peut imaginer parfois que, comme ça peut être un peu le cas chez l'adulte, que le fait enfin, qu'on a toujours un petit truc en fait, qu'il peut toujours y avoir quelque chose qui a un peu bougé ou qui, et du Je coup crois on que peut ça fait partie des transposer par légendes. rapport au, oui voilà, c'est pour ça que Je c'est bien crois que ça de, fait partie des légendes. Et il y a un bouquin là, qui est sorti sur les mythes ostéopathiques. Bravo d'ailleurs à Pierre-Luc Garnitte pour ce sujet. Et en fait, non, on n'a pas besoin d'entretien régulier, etc. Il faut concevoir quand quelque chose ne va pas bien dans notre corps ou dans notre vie, qu'on puisse avoir recours à des professionnels, pourquoi pas. Mais non, sinon, je ne crois pas. Merci beaucoup Alexandre pour nous avoir posé le cadre de ce qu'était l'ostéopathie, de ce que ça pouvait apporter aux tout petits ou aux enfants un peu plus grands. Il y avait d'autres sujets que vous souhaitiez développer. On va se revoir pour un prochain épisode où on va parler de la plagiocéphalie. C'est quelque chose que vous voyez
pas mal dans votre cabinet et qui est intéressant de connaître. On va développer ça dans un prochain épisode. Mais avant de conclure, j'aimerais bien que vous puissiez simplement nous parler du GLOP, du groupement lyonnais d'ostéopathie pédiatrique que vous avez co-créé. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir... L'idée du GLOP était de partager des connaissances et une certaine philosophie ou un abord du travail qui peut être fait en ostéopédiatrique. Le GLOP repose sur le fait d'avoir une base de formation un peu commune. Et qui permet d'avoir des échanges entre différents professionnels qui sont des échanges constructifs, soutenus et surtout assez bien encadrés pour justement éviter les dérives qu'on observe très souvent dans l'ostéopathie avec des gens qui font leur petite cuisine dans un petit coin de la France. Non, là, l'idée c'était de remettre en commun en fait des pensées, des observations, etc. Voilà. D'accord. Super. Le GLOP est un peu en pause en ce moment, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui se relance gentiment. Voilà. Et du coup, il y a des conférences, vous organisez ouais, on a des réunions de temps en temps sur des sujets où on demande à d'autres professionnels de santé ou du soin de venir intervenir et de faire des sortes de petites formations et des journées d'échange, etc. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alexandre Ours, on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre temps, de nous avoir accordé ce temps-là sur le podcast et je vous souhaite une très belle suite de journée. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.